Salut à tous, comme vous le savez, je suis passionné de photos et de vidéos et je voulais tester un nouveau contenu sur ma chaîne YouTube, celui de découvrir ensemble des photographes et cinéastes qui ont marqué l'histoire. Et pour ce premier épisode, je voulais vous parler d'un photographe qui encore aujourd'hui est considéré comme l'un des plus grands photoreporters de l'histoire, Robert Capa. Il a couvert énormément de conflits et notamment le débarquement du 6 juin 1944 sur la plage de Omaha Beach. Mais c'est aussi un photographe qui est hyper controversé, puisque oui, la plupart de ses succès sont en réalité des mensonges. Commençons par le commencement. Robert Capa ne s'appelle pas Robert Capa. Bon, déjà un premier mensonge, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Du coup, il naît en 1913 à Budapest sous le nom de André Ernő Friedman. Chose importante, André va très vite côtoyer le milieu communiste et très vite il va devenir militant. Tellement qu'à 17 ans, il est arrêté pour avoir participé à des actions antifascistes avec d'autres lycéens et il va être libéré à une seule condition, celle de quitter le pays. Il est super jeune, il a que 17 ans, il est en quête de liberté et donc il va décider de partir pour la capitale de la fête pendant les années folles, Berlin. Il arrive donc là-bas au début des années 30 avec un seul objectif, celui de devenir journaliste. Sauf que quand on parle pas un seul mot d'allemand et qu'on ne sait pas écrire en allemand, devenir journaliste, c'est pas le truc le plus facile. Heureusement pour lui, il va retrouver là-bas une ancienne amie d'enfance qui s'appelle Eva Besnio et qui, elle, est photographe. Elle va vite voir que son pote, il est un peu en galère pour trouver du boulot et elle va lui trouver un petit job comme laborantin. Là-bas, André va capter assez vite que la photo, c'est un super moyen pour faire du journalisme sans avoir à parler ni écrire en allemand. Il va donc commencer à s'intéresser à la photographie et va rencontrer Simon Gutman, qui est le patron de l'agence Defot, qui est une agence de presse, et qui va un peu le prendre sous son aile et lui offrir son premier appareil photo, un Leica. Ça va lui permettre de réaliser ses premiers photoreportages et de couvrir plusieurs meetings de Trotsky, qui est l'un des chefs de file du mouvement communiste en URSS. Et pour la première fois, ces photos vont se retrouver publiées dans un journal, le Der Weltspiegel. Mais en 1933, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, André, qui est communiste et antifasciste, forcément ça va pas trop lui plaire et il va donc à nouveau s'exiler, mais cette fois-ci à Paris. Il est encore super jeune puisqu'il a que 20 ans et donc il va traîner pas mal dans les bars parisiens, notamment à Montmartre, où il va faire la rencontre de nombreux photographes et surtout d'une femme, Gerda Taro. Elle aussi, elle a 20 ans, elle aussi, elle est communiste exilée et elle aussi, elle est photoreporter. Très vite, les deux vont tomber follement amoureux. Mais avec la crise, ils ont un petit peu du mal à trouver du boulot. Et c'est là qu'ensemble, ils vont monter un énorme mensonge. Ils vont se faire passer pour des Américains pour que ce soit plus vendeur. Et donc, André Ernő Friedman devient Robert Capa. Alors, il y a plusieurs théories sur le pourquoi Robert Capa. C'est peut-être une référence à Frank Capra, qui est du coup un grand réalisateur américain. Et aussi parce que Capa, en hongrois, voudrait dire requin. Bref. Les deux vont s'inventer une vie et se vendre auprès des journaux parisiens comme étant des photographes, reporters américains dont tous les journaux américains s'arrachent les clichés. Et figurez-vous que ça fonctionne, puisque André va vendre de plus en plus de clichés, mais cette fois-ci sous le nom de Robert Capa, et il va même faire la couverture du magazine Vue en juillet 1936. Un mois après la publication de cette couverture, le magazine Vue va l'envoyer lui et sa femme Gerda couvrir la guerre civile espagnole sur le front républicain. Et ce conflit va littéralement changer sa vie. Toujours communiste et antifasciste, ça intéresse pas tellement Robert Capa d'aller prendre des photos des batailles. Lui, ce qu'il préfère, c'est prendre en photo les combattants républicains qui sont sous-équipés et faire des photos de la population qui subit les bombardements.
Mais c'est une photo qui va littéralement le faire rentrer dans l'histoire et qu'il va appeler « Mort d'un soldat républicain ». Cette photo, vous l'avez sûrement déjà vue et vous en avez sûrement déjà entendu parler parce qu'elle est mythique, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que le timing, il est parfait. Il arrive à prendre en photo un soldat qui est déjà mort avant même d'être tombé, et au-delà de ça, parce qu'il est super bien placé et que son cadrage, il est parfait. Et du coup, toutes ces raisons font que cette photo devient un véritable symbole de la guerre civile espagnole. Mais vous commencez à connaître un petit peu Robert, et cette photo, elle est bidon. En fait, il y a des chercheurs qui ont réussi à prouver que cette photo a été prise 50 km plus loin que ce qu'avait annoncé Robert Capa, soit là où, en fait, le jour de la photo, il n'y avait aucun conflit. Et c'est pas tout. Puisqu'en fait, il existe une deuxième photo d'un autre milicien qui tombe de la même façon, au même endroit, et la photo est prise avec le même axe. Ce qui, entre nous, est quand même extrêmement peu probable, surtout que le corps du premier n'apparaît pas sur la deuxième photo. Bref, fausse ou pas fausse, cette photo reste un symbole de la guerre civile espagnole et a marqué l'histoire de la photographie. Suite à ça, Robert Capa rentre en France et là se joue l'un des plus grands tournants de son histoire, puisqu'il apprend que Gerda, sa compagne, qui était restée en Espagne, est morte écrasée par un char. En gros, elle voulait prendre une photo dans la rue, elle s'est appuyée contre une voiture, et là un char républicain a fait une mauvaise manœuvre et a écrasé la voiture, et donc Gerda avec. Et elle devient ainsi la première photo-reporter à être tuée dans l'exercice de ses fonctions. La mort de Gerda, Robert, il va super mal le vivre et il va jamais trop s'en remettre. Ça va même se ressentir sur ses photos. Il va continuer à couvrir énormément de conflits, il va même en faire sa spécialité, avec des portraits où il va se placer toujours plus proche de ses sujets. Il dit même, si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que t'es pas assez prêt. Et cette vision, ça va l'amener à entrer encore plus dans l'histoire avec un grand H, puisqu'il va être l'un des 4 photographes accrédités à photographier le débarquement du 6 juin 1944 sur la plage d'Omaha Beach. Maintenant, et depuis 5 ans, il a dû quitter Paris pour se réfugier à New York et travaille désormais pour le magazine Life. En 1944, il entend parler de l'opération Overlord, que nous on connaît sous le nom de la bataille de Normandie, et il se propose lui-même pour faire partie des premiers bataillons et couvrir du coup cette bataille. Le 6 juin 1944, à 3h30 du matin, il se trouve aux côtés des Américains dans une barge pour débarquer sur la plage de Omaha Beach. Il embarque avec lui 2 appareils photo, un Contax 24-36 et un Rolleiflex 6x6. Et donc, à 6h, il débarque avec les autres sur la plage, sous une véritable pluie d'obus et de balles, mais pour autant, il arrive à prendre le temps de se retourner, de se mettre dos à l'ennemi, pour prendre cette photo d'un soldat qui peine à se relever. Cette photo, elle va être l'une des plus marquantes de cette bataille, parce qu'elle montre super bien la difficulté qu'ont les soldats juste à sortir de l'eau. Il va passer 1h30 sur la plage et utiliser 4 pellicules avant de retourner se mettre en sécurité dans un bateau qui est chargé de ramener les blessés jusqu'en Angleterre. À ce moment-là, il est complètement traumatisé, ce qui est plutôt normal quand on sait que cette bataille a été la plus meurtrière de la guerre et aussi que la plage d'Omaha Beach a été la plus sanglante des 4 attaquées. Bien que ce soit le plus grand photoreporter du monde à ce moment-là et que ce soit un spécialiste des conflits, forcément cette bataille elle laisse des séquelles chez Robert Capa. Il va avoir énormément d'insomnie, il va aussi sombrer dans l'alcoolisme, mais il n'est pas au bout de ses peines. Puisque 15 jours après la victoire des Américains en Normandie, le magazine Life sort une édition spéciale avec 11 photos de Robert Capa. 11 sur la centaine qu'a envoyé Robert Capa. Et ça, Robert Capa, ça va pas trop lui plaire. Life explique alors qu'ils auraient confié les négatifs à un jeune laborantin qui, dans la précipitation, aurait mal géré la température au moment de sécher les pellicules et qu'en fait, il aurait brûlé les négatifs et qu'il ne resterait que 11 photos et que si ces 11 photos sont un peu floues,
c'est parce qu'elles ont elles aussi légèrement fondu. Il reste donc que 11 photos prises par Robert Capa ce jour-là, qu'on va appeler les 11 magnifiques. Mais, tout ça c'est du mytho. En effet, Life aurait menti sur cette histoire pour préserver sa grandeur et aussi celle de Robert Capa, qui était considéré comme le plus grand photoreporter du moment. Mais en fait, très vite, il y a eu des soupçons qui sont ensuite tombés dans l'oubli, et il a fallu attendre 2015 pour que Alan Douglas Coleman, qui est un grand critique d'art et photographe, puisse prouver par A plus B que toute cette histoire est fausse. Pour commencer, il arrive à prouver que pour faire fondre une pellicule, il faut une température extrêmement élevée, il faut au minimum 60 degrés pour qu'il se passe un petit quelque chose au niveau de la pellicule, et il faut aussi un très haut taux d'humidité, ce qui entre nous est très peu probable dans un laboratoire. Mais, quand bien même, qu'est-ce qui ferait que 11 photos aient miraculeusement échappé à tout ça ? De plus, on peut voir sur la planche de contact que toutes les photos se suivent et aussi suivent le récit de la journée de Robert Capa. Il est donc impossible que certaines photos se soient interposées entre celles-ci. Et pour finir, l'un des soldats qui était présent sur le bateau qui était chargé de ramener les blessés en Angleterre dit avoir vu Robert Capa seulement 30 minutes après avoir débarqué. Et le fait que les photos soient floues se justifie simplement par le fait que photographier des scènes de guerre sous une pluie d'obus et de balles dans le froid avec un appareil photo argentique entièrement manuel, c'est pas le truc le plus évident. En bref, on sait aujourd'hui que Robert Capa n'a pris que 11 photos ce jour-là, mais ça n'enlève en rien qu'il était sur place et qu'il a pris ces photos. Au retour du débarquement, Robert Capa va continuer tout de même à photographier l'avancée des troupes américaines en France et va continuer à faire des photos qui vont être mythiques, comme cette fameuse photo de la tondue de Chartres où on voit du coup cette femme rasée pour avoir entretenu une liaison avec un Allemand et qui tient dans ses bras un nourrisson. Il va également cofonder la coopérative Magnum qui va littéralement révolutionner le photojournalisme puisque désormais les photographes restent propriétaires de leurs clichés et non plus les magazines. Il va quand même continuer à couvrir d'autres conflits comme en Israël ou pendant la guerre d'Indochine où il va d'ailleurs trouver la mort en voulant prendre une photo, il va reculer, marcher sur une mine et mourir ses 2 appareils photo à la main. Aujourd'hui, il reste encore un photographe qui a marqué l'histoire et chaque année, le prix Robert Capa récompense le meilleur grand reportage photographique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me mettre un commentaire avec votre avis ou des idées pour les prochains épisodes. Et sur ce, on se dit à bientôt.